Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Après l'apogée monumentale et symbolique, incarnée par les grandes enceintes circulaires, Göbekli Tepe connaît une profonde transformation. Les structures les plus anciennes sont progressivement abandonnées, comblées volontairement et puis recouvertes par de nouvelles constructions. Ce geste n'est ni accidentel ni désordonné. Il semble marquer quand même un changement majeur dans la manière dont le sacré est pensé, organisé et vécu. Ces nouveaux bâtiments appartiennent à une phase, on va dire, plus récente du site, qui correspondrait au néolithique pré-céramique B. Ils sont construits directement au-dessus du remplissage des enceintes circulaires, comme si on avait voulu sceller, si vous voulez, définitivement un monde ancien, donc le perdre, l'oublier définitivement, tout en conservant malgré tout la sacralité du lieu. L'un des édifices les plus emblématiques de cette phase, c'est ce que les archéologues ont surnommé le bâtiment au lion. Et contrairement aux enceintes précédentes, il adopte un plan, lui, rectangulaire. Les murs sont plus bas, construits avec des pierres de dimension modeste. Les piliers en T sont toujours présents, mais ils ne mesurent plus qu'1 à 2 mètres de hauteur. Là, on change d'univers. La monumentalité s'estompe, le gigantisme n'est plus la règle, c'est peut-être plus à la mode, on ne sait pas. Pourtant, le caractère sacré demeure incontestable. Le sol est toujours recouvert de terrazzo, un marqueur rituel constant à Göbekli Tepe. Les piliers sont parfois engagés dans les murs, parfois disposés au centre de l'espace. 2 d'entre eux présentent des bas-reliefs représentant de grands fauves, gueule ouverte, prêts à bondir. Et ces figures sont plus soignées, plus naturalistes, si vous voulez. Elles évoquent déjà des styles qu'on retrouvera bien plus tard dans l'art hittite. Le langage iconographique évolue, mais ne disparaît pas. À proximité, vous avez d'autres bâtiments contemporains qui présentent des caractéristiques tout aussi intrigantes quand même. Certains sont divisés en petites pièces étroites, presque des cellules, sans piliers, mais dotées, elles aussi, de sols en terrazzo. Encore une fois, aucun foyer, aucune trace de vie domestique n'y est détectée. En revanche, on y trouve des mortiers, des coupes, des plans, des plats en pierre, parfois déposés volontairement, comme ça, au centre des pièces. Ces éléments suggèrent des pratiques rituelles différentes, préparation de nourriture collective, fabrication de substances particulières peut-être, des remèdes, peut-être des drogues utilisées lors de cérémonies, on ne sait pas, encore une fois, on n'a rien retrouvé, et pourtant ça on sait faire, on saurait faire, mais il n'y avait rien. Le sacré semble malgré tout se déplacer, passer de la démonstration monumentale à des pratiques plus intériorisées, plus contenues dans l'espace. Et souvent, l'espace dit beaucoup de choses par rapport à ce qui s'y passe. Regardez Versailles, les différentes constructions de Versailles marquent véritablement un changement de société, un changement sociétal très clair, l'apparition des salles de bain, etc., un changement de mode de vie et de mode de pensée. Là, c'est pareil à toutes les époques. Et vous avez un autre bâtiment entièrement clos, sans porte ni fenêtre, qui renforce justement cette impression. Il abritait 4 piliers centraux, dont certains ont été brisés et puis soigneusement rassemblés et réassemblés. Vous avez 2 autres piliers qui sont intégrés au mur comme si vous voulez, ils se parlaient, ils dialoguaient à distance. Là encore, vous avez des figures animales qui dominent, mais elles sont moins nombreuses, plus ciblées. Et le décor se concentre, se spécialise. Et plus troublant encore, c'est la découverte dans ce secteur plus tardif d'une représentation féminine cette fois, nue, accroupie, exhibant sa vulve. Cette figure rompt avec la domination quasi exclusive du bestiaire des phases anciennes. Elle introduit explicitement le corps humain féminin, la sexualité, peut-être même la fécondité, dans un langage symbolique jusque-là dominé quand même, je vous l'ai dit, par l'animal et l'hybride. Et Göbekli Tepe ne disparaît pas brutalement. Il se transforme. Le site ne cesse pas d'être sacré, mais la manière de l'être change
profondément. Alors les grandes enceintes ouvertes, conçues pour rassembler des foules, laissent place à des espaces plus clos, plus segmentés, peut-être réservés à des groupes restreints, à des spécialistes du rituel. Peut-être qu'auparavant, vous aviez tout le monde qui... C'est un petit peu comme à l'église, vous savez, tout le monde va communier, et puis au début tout le monde buvait le vin, et puis après c'est uniquement les prêtres qui buvaient le vin, et il ne nous reste que les hosties, une espèce de morceaux de pain pas terrible. C'est pas très bon. Pour ceux qui ont goûté, c'est pas terrible, effectivement. Bref. Donc, changement de rituel, encore une fois, changement sociétal. Ce basculement architectural et symbolique, mais reflète certainement une mutation sociale plus large que ce qu'on imagine. Les communautés humaines deviennent progressivement plus sédentaires. Les pratiques religieuses se réorganisent, le sacré se rapproche du quotidien, sans jamais s'y confondre évidemment totalement, bien sûr. Göbekli Tepe, loin d'être figé dans un âge monumental, apparaît comme un site vivant finalement, en perpétuelle réinvention. Un lieu où pendant des siècles, les hommes ont expérimenté différentes manières en fait, de dire le monde, de dire la mort, de dire la fécondité et les forces invisibles qui les entouraient. Et c'est précisément cette longue histoire de transformation, de rupture et de continuité qui fait de Göbekli Tepe non seulement le plus ancien grand sanctuaire connu, mais aussi l'un des plus précieux témoignages sur la naissance de la pensée religieuse humaine. Alors si vous êtes habitué à lire Ken Follett, par exemple, celui qui a écrit Les Piliers de la Terre, il a écrit un roman là qui vient de sortir, qui s'appelle Le Cercle de Pierre, je crois. J'avoue, je ne suis pas allé au bout encore, j'ai pas eu le temps, mais vous avez, et c'est plutôt bien vu, bien écrit, ce côté justement des débuts de la sédentarisation et justement du fait de se rassembler en un lieu annuel. Alors là, on parle de Stonehenge évidemment, mais le principe est un petit peu le même que Stonehenge. C'est intéressant justement pour comprendre. Là encore, je ne me suis pas plongé pour savoir si c'était vrai ou pas, mais en tout cas pour comprendre vraiment le sens, pour comprendre la société, il est assez fort. Il a un sens assez fin, Ken Follett. Je ne dis pas que tout ce qu'il écrit est juste historiquement, bien entendu. En tout cas, pour revenir à Göbekli Tepe, on a, encore une fois, ni texte, ni mythe, ni nom de Dieu, ni rien du tout. Et pourtant, pour terminer, pour conclure, rarement un site archéologique aura parlé avec autant de force. Vous avez vu, sur cette colline artificielle, façonnée il y a donc plus de 11 000 ans, des hommes ont dressé des pierres monumentales, gravé des animaux dangereux, des corps hybrides, des signes abstraits, je reprends un peu tout, des scènes de mort, des scènes de chasse, des scènes de transformation. Ils ont organisé l'espace, orienté les regards, imposé des parcours, ça c'est important. Ils ont construit, ils ont détruit, ils ont comblé, ils ont reconstruit. Bref, encore une fois, et j'insiste, rien n'est laissé au hasard, tout est intentionnel. Göbekli Tepe nous oblige à renoncer à une idée finalement qui était assez confortable. C'était celle d'une humanité primitive, uniquement préoccupée par sa survie matérielle, c'est ce que je vous disais au début, bien avant l'agriculture, bien avant les villages, bien avant l'écriture. Des sociétés humaines ont été capables de mobiliser des foules, de coordonner des chantiers colossaux et surtout de se rassembler autour d'un projet symbolique commun. Et ici, le sacré ne naît pas de la sédentarisation, il la précède. Ici, ce n'est pas la ville qui engendre le temple, mais le temple qui va appeler la communauté. Ici, le besoin de sens semble avoir précédé le besoin de production. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Alors on sait encore une fois pas du tout ce que signifiaient exactement ces serpents, ces sangliers, ces vautours, ces signes en forme de hache. On ne sait pas quelles histoires étaient racontées, quelles paroles accompagnaient les rites bien sûr, quels chants résonnaient entre les piliers. On n'a rien, il ne nous reste rien. Ce langage nous est totalement perdu, j'allais presque dire irrémédiablement. Mais ce que Göbekli Tepe nous dit encore, avec une clarté finalement assez troublante, c'est que dès l'aube de son histoire, l'humanité a voulu comprendre sa place dans le monde, apprivoiser la mort, dialoguer peut-être avec l'invisible, inscrire ces questions fondamentales dans la pierre.
Göbekli Tepe n'est pas seulement le plus ancien grand sanctuaire connu, c'est aussi l'un des tout premiers miroirs que l'humanité a s'est tendu à elle-même, si vous voulez. Et la promesse de Göbekli Tepe reste intacte, parce que moins de 10% du site a été fouillé. Imaginez ça, moins de 10%. C'est encore une fois, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, parce que chaque campagne révèle de nouvelles structures, de nouveaux symboles, de nouvelles ruptures, parce que sous cette colline ventrue, d'autres récits dorment encore. Et si ça se trouve, on va même retrouver cette fameuse pierre de Rosette dont je parlais tout à l'heure, qui nous permettrait d'en savoir un peu plus. Göbekli Tepe nous rappelle que notre histoire n'est pas close, que nos origines sont beaucoup plus complexes que ça, plus profondes, plus dérangeantes qu'on l'imaginait, et que peut-être au commencement de la civilisation, il n'y avait ni ville, ni champs cultivés, mais une sorte de besoin irrépressible de croire, de se rassembler et de donner sens au monde. Comme je le dis souvent, je me plais à le répéter, l'histoire est une science, vous voyez, ça bouge beaucoup, ça bouge tout le temps, il suffit de trouver un objet, de trouver un site, de trouver quelque chose, un document ou quoi ou qu'est-ce, et ça nous fait reculer le monde, l'histoire de l'humanité encore et ça nous fait entrer plus précisément encore dans notre histoire qui est longue à la fois, et si courte finalement, on n'est pas là depuis si longtemps. Salut à tous, on se retrouve la semaine prochaine, et puis on se retrouve pour nos abonnés. On se retrouve dans le bonus, j'ai 2-3 trucs à vous dire, notamment sur les terrazzo, là, parce que je vous ai dit que c'était des petites terrasses, mais évidemment, c'est pas ça. On se retrouve tout de suite. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.